Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre de SES qui va aujourd'hui évoquer l'Europe et notamment les politiques économiques européennes. C'est un chapitre qui est assez compliqué parce qu'il est dense. On va étudier à la fois les politiques monétaires, les politiques budgétaires, la politique de concurrence européenne. Tout ça, normalement, ça a déjà été vu en classe de première, mais on va donc le revoir et l'approfondir cette année en terminale. Tout d'abord, il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, les pères fondateurs de l'Europe veulent en finir avec la guerre et donc ils vont décider de construire un marché unique, ce qui va permettre de stimuler les échanges et d'accroître l'interdépendance entre les pays. C'est pour ça qu'en 1957, on a 6 pays, France, Italie, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Allemagne de l'Ouest, ont signé ce qu'on appelle le traité de Rome qui crée la communauté économique européenne. En 1968, l'union douanière est créée, donc en fait les droits de douane sont supprimés entre les pays signataires. Ensuite, quelques années plus tard, en 1986, l'acte unique européen organise en fait le marché unique autour de 4 libertés, la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. Donc ce processus d'intégration européenne a été complété par l'adoption d'une monnaie unique en 1999 par 20 pays de l'Union européenne. Ces 20 pays constituent aujourd'hui la zone euro. Donc au sein de cette zone euro, les pays ont abandonné leur souveraineté monétaire en transférant cette compétence à la Banque centrale européenne, mais en fait ils ont gardé leur souveraineté budgétaire, mais qui est quand même encadrée par les traités. Donc dans un premier temps, ici on va voir les effets du marché unique sur la croissance. Donc tout d'abord, la disparition des barrières douanières au commerce a engendré une baisse des coûts de production pour les entreprises qui avaient donc moins de droits de douane à payer, ce qui a pu permettre d'avoir accès à des biens intermédiaires, des biens importés à moindre coût. Également, l'augmentation de la taille du marché unique permet aux entreprises européennes d'accroître leurs débouchés, donc d'augmenter leur volume de production, ce qui leur permet de réaliser des économies d'échelle et des gains de productivité. Donc tout ça, ça va permettre de faire baisser les prix, ce qui fait augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs. Et ces consommateurs également vont bénéficier d'une plus grande diversité des produits car il y a plus d'entreprises qui sont en concurrence. Donc ça incite à l'innovation. Donc également, l'ouverture des marchés, ça va augmenter la concurrence entre les entreprises, ce qui va les pousser à investir, à innover et également à baisser les prix. Elles vont également vouloir différencier leurs produits pour en fait gagner en compétitivité. Tout ça, c'est source de gains de productivité, de progrès techniques et évidemment de croissance. Donc maintenant, dans un second temps, on va parler de la politique de concurrence européenne. Donc cette politique de concurrence, en gros, c'est tous les dispositifs qui vont permettre de réguler le degré de concurrence sur le marché. Elle va garantir, cette politique de concurrence, une concurrence libre et non faussée au sein de l'Union européenne pour en fait augmenter les échanges commerciaux. Donc cette politique de concurrence a plusieurs objectifs. Tout d'abord, elle va limiter le pouvoir de marché des entreprises. Donc je rappelle que le pouvoir de marché, c'est la capacité à influencer les prix. Donc cette concurrence va entraîner la baisse des prix, ça va accroître le pouvoir d'achat et donc la consommation des ménages, ce qui favorise la croissance. Également, les entreprises en concurrence vont être incitées à innover pour rester compétitives et gagner des parts de marché, ce qui va permettre plus d'offres, une offre plus diversifiée et également des gains de productivité. Et donc tout ça, ça crée un terreau favorable à l'investissement et à la croissance. Donc maintenant, on va voir les 4 principales modalités de la politique de concurrence européenne. Tout d'abord, c'est la lutte contre les ententes. Une entente, c'est quoi? C'est un accord passé entre les entreprises d'un même secteur qui vise en fait à se mettre d'accord pour réduire la concurrence. Normalement, la concurrence doit inciter les entreprises à se faire concurrence par les prix, mais en cas d'entente, les entreprises ne sont plus incitées à faire mieux que les autres parce qu'elles sont d'accord pour mettre des prix plus hauts. Donc ici, ces pratiques contribuent à augmenter les prix, à baisser la diversité et à ralentir l'innovation. C'est pour ça qu'on interdit ces ententes. Deuxième modalité, c'est la lutte contre les abus de position dominante, quand on profite de sa position monopolistique sur un marché pour en abuser, pour notamment augmenter les prix au détriment du consommateur. Donc ces abus de position dominante sont évidemment interdites
par les autorités européennes, notamment l'autorité de la concurrence française et la Commission européenne. On a également un autre point, et attention, ce n'est pas l'interdiction, ça va être la régulation des concentrations. Donc ce sont des fusions-acquisitions entre deux entreprises qui étaient avant indépendantes en une seule entité commune. Si les entreprises se concentrent, ça veut dire qu'il y aura moins de concurrence sur un marché. On a un risque de position dominante, voire d'un monopole, ce qui va ici inciter à augmenter les prix. Donc c'est pour ça que les autorités contrôlent ces concentrations pour éviter l'apparition de pratiques anti-concurrentielles. On a eu notamment l'interdiction de la fusion entre Alstom et Siemens en 2019. Et enfin, dernière modalité, c'est l'interdiction des aides d'État. Les États n'ont pas le droit de donner des subventions à des entreprises pour ne pas leur donner un avantage concurrentiel par rapport à un autre. Il y a quand même quelques petites exceptions, notamment pour l'environnement. Donc la politique de concurrence, elle a quelques limites. Elle est tout d'abord accusé de s'opposer à la politique industrielle en refusant l'émergence de champions européens de grande taille qui seraient capables de rivaliser avec les concurrents chinois ou américains, parce qu'on va refuser ici quelques concentrations. Également, il ne faut pas oublier que les ententes par nature sont indétectables ou sont difficilement détectables, donc il peut être difficile de les retrouver. Et enfin, il est toujours difficile de distinguer un avantage concurrentiel d'un abus de position dominante. Par exemple, les données personnelles des clients que détiennent les géants du numérique leur confèrent un avantage comparatif. Ok, mais est-ce que c'est un abus de position dominante? Maintenant, donc, on va voir comment les politiques monétaires et budgétaires peuvent-elles agir sur la conjoncture. Donc les politiques monétaires et budgétaires sont ce qu'on appelle des politiques économiques qui vont agir à court terme sur les variations de la conjoncture économique, à savoir rechercher la croissance, limiter l'inflation et le chômage. Donc tout d'abord, la politique monétaire dans la zone euro, elle est unique et elle est conduite de manière indépendante par la Banque centrale européenne, la BCE. Donc l'objectif de la BCE, c'est de lutter contre l'inflation à un niveau proche mais inférieur à 2%. Si et seulement si cet objectif est atteint, la BCE peut ensuite tenter de satisfaire ses autres objectifs qui sont la croissance et l'emploi. Il faut savoir que la BCE, elle est indépendante du pouvoir politique, c'est-à-dire que ses décisions sont prises en fonction de l'intérêt de toute la zone euro et non en fonction de l'intérêt d'un État ou d'un autre. Donc, elle va mener sa politique monétaire, qu'on va dire conventionnelle, en faisant varier son taux d'intérêt directeur. Je rappelle de première, le taux d'intérêt directeur, c'est le taux auquel les banques commerciales, le Crédit Lyonnais, la Banque Postale, la Société Générale, peuvent emprunter à court terme auprès de la Banque centrale afin d'obtenir de la monnaie pour faire face au retrait des clients. En période de crise, la Banque centrale va mener une politique de relance monétaire en baissant ses taux d'intérêt pour favoriser le crédit. Si on baisse le taux directeur, ça va diminuer le coût de refinancement pour les banques commerciales. Donc, si les banques commerciales payent moins cher, elles vont être incitées à répercuter cette baisse des taux d'intérêt auprès des clients, c'est-à-dire les ménages, les entreprises. Si les ménages et entreprises peuvent emprunter pour moins cher, en fait, ils vont être incités à emprunter. Ils vont être incités donc, s'ils empruntent plus, ils vont plus consommer. Les entreprises vont plus investir. Ça va permettre de stimuler la demande globale et donc la production. Ça va également inciter les entreprises, si elles produisent plus, à embaucher, ce qui va favoriser la baisse du chômage. Il y a quand même quelques risques de cette politique de relance monétaire. Tout d'abord, si on baisse trop les taux, il y a un risque d'inflation. Pourquoi un risque d'inflation? Parce que si les ménages empruntent beaucoup plus, ils vont beaucoup plus consommer, ça va créer une pression sur la demande et donc forcément, il va y avoir une hausse des prix. Et une autre limite, si les taux directeurs de la Banque centrale sont déjà à 0%, on ne peut pas plus les baisser. Donc ici, c'est deux limites de la politique monétaire. Donc maintenant, à l'inverse, quand tout se passe bien, quand on est en phase d'expansion économique, la Banque centrale, elle va mener une politique ici qu'on appelle de rigueur ou restrictive. Elle va augmenter son taux directeur pour augmenter le coût de refinancement des banques commerciales. Comme ça, les banques commerciales vont répercuter cette hausse en augmentant les taux d'intérêt des crédits pour les ménages et les entreprises. Les ménages et entreprises, ça va devenir plus coûteux pour eux d'emprunter. Donc ça va baisser les crédits, baisser la demande globale et ça fait ralentir l'inflation. Mais attention,
Le côté négatif, c'est que ça peut se traduire par une hausse du chômage et une baisse de la production. On a donc toujours ici un arbitrage à faire entre la régulation de l'inflation et le fait de vouloir favoriser la croissance économique. Donc maintenant, on va étudier la politique budgétaire. Elle consiste en fait à utiliser le budget de l'État par une action sur les dépenses publiques et ou sur les prélèvements obligatoires. En gros, on va faire varier le solde budgétaire de l'État. Donc l'État, il peut changer le niveau des dépenses publiques grâce à une politique budgétaire de relance. En gros, on va augmenter les investissements ou il peut également baisser les impôts, baisser les prélèvements obligatoires. Pour ici, si on baisse les impôts, on soutient la demande globale, on favorise l'emploi et la croissance. Mais ici, ça revient à creuser le déficit budgétaire. Dans le cas contraire, lorsqu'il y a beaucoup de croissance en phase d'expansion économique, quand il n'y a pas beaucoup de chômage mais qu'il y a beaucoup d'inflation, en fait, on peut mener une politique budgétaire de rigueur, c'est-à-dire qu'on va augmenter les impôts et baisser les dépenses publiques pour ici freiner la consommation, freiner l'investissement, freiner la demande et donc freiner l'inflation. Donc il faut savoir que les États ne sont pas libres de leur politique budgétaire. Ils sont contraints par les traités européens, le traité de Maastricht en 92, puis le pacte de stabilité et de croissance, le PC de 97, impose deux critères différents. Tout d'abord, le déficit public doit être inférieur à 3% du PIB et la dette publique doit être inférieure à 60% du PIB. Il y a des sanctions prévues si les pays ne les respectent pas. L'objectif ici est d'éviter les stratégies des pays de passagers clandestins qui en fait, un pays pratiquerait un déficit budgétaire important en espérant que ses petits voisins ne fassent pas pareil. Et si un pays abuse d'une politique de relance budgétaire, ça risque de créer un emballement de la demande globale dans toute la zone euro et donc toute la zone euro risque de connaître de l'inflation. Ainsi, après, dans un second temps, la BCE, elle serait obligée de mener une politique monétaire de rigueur, ce qui freinerait la croissance pour tous les pays de la zone euro, alors qu'il n'y a qu'un seul pays qui a fait des bêtises. Donc, ces règles budgétaires sont évidemment contestées parce qu'elles peuvent avoir un effet récessif, donc un effet très négatif. Si on fait une politique de rigueur budgétaire, donc si on augmente les impôts, si on baisse les dépenses publiques, en cas de crise, ça peut aggraver la crise. On a eu le cas en 2012, en 2013 de la Grèce qui était en forte crise économique et qui en fait dépassait les déficits budgétaires, donc a dû faire une politique de rigueur budgétaire alors qu'elle aurait dû faire une politique de relance. Donc dans cette dernière partie, on va voir les contraintes de la politique monétaire unique et de la politique budgétaire contrainte par les traités. On va voir ici donc les deux difficultés, défaut de coordination et les chocs asymétriques. Donc si vous avez un EC3 sur les difficultés des politiques de la zone euro, n'oubliez pas de faire une partie défaut de coordination, une partie choc asymétrique. Pourquoi? Parce que c'est les deux termes qui sont présents dans les objectifs d'apprentissage du programme. Donc, dans la zone euro, les politiques conjoncturelles, donc de court terme, souffrent d'un défaut de coordination. Donc, il n'y a pas de coordination entre les deux types de politiques. Pourquoi? Tout d'abord parce que la politique monétaire, elle est de la unique et elle est de la compétence de la BCE, alors que la politique budgétaire, il y en a autant que de pays et elle est du ressort des États membres. Donc ce partage de compétences entraîne des difficultés, notamment si on combine mal la politique budgétaire et la politique monétaire. La combinaison de la politique monétaire et de la politique budgétaire, c'est ce qu'on appelle le policy mix. Comment est-ce qu'on peut mal le combiner? Par exemple, si on fait une politique budgétaire de rigueur avec une politique monétaire de relance. En gros, si on baisse les taux directeurs de la BCE, et si on augmente les impôts, en fait, ces deux types de politiques peuvent s'annuler mutuellement. C'est exactement le cas de la zone euro entre 2010 et 2012 où la BCE a baissé ses taux directeurs pour favoriser la croissance, mais où les États ont pratiqué des hausses d'impôts. Ici, ça s'est annulé mutuellement. Il n'y a pas eu de baisse du chômage ou de baisse de l'inflation. On a un autre problème ici, c'est le problème de passagers clandestins. C'est un pays qui peut profiter de la relance économique de ses voisins pour augmenter ses exportations, mais lui fait de la rigueur budgétaire. Ici, certains États membres peuvent être incités à développer ce qu'on appelle des stratégies non coopératives, c'est-à-dire on va développer notre propre compétitivité, comme l'Allemagne, mais au détriment des autres pays. Problème de passagers clandestins. Ensuite, en cas de choc asymétrique, un choc asymétrique, c'est-à-dire un choc qui va n'affecter qu'un seul pays ou un petit groupe de pays de la zone euro, en cas de choc asymétrique, la politique monétaire, elle est ici inefficace. Comme elle est unique,
on ne peut pas faire une politique de relance monétaire pour un seul pays ou un petit groupe de pays dans la zone euro. Pourquoi? Parce que les pays qui ne sont pas touchés par cette crise pourraient subir une hausse de l'inflation, ce qui n'est pas du tout leur objectif. De plus, les politiques budgétaires sont contraintes par les règles, par les traités européens et donc en cas de crise, si un pays n'a pas les marges de manœuvre, c'est-à-dire si un pays a un déficit supérieur à 3% du PIB ou s'il a une dette publique supérieure à 60% du PIB, ces pays ne peuvent pas mener de politique de relance budgétaire. Ils sont alors obligés de faire des politiques de rigueur budgétaire qui visent à réduire le déficit et réduire la dette publique. Et ces politiques de rigueur budgétaire en cas de crise, on l'a vu, peuvent aggraver la crise comme ce fut le cas en Grèce entre 2012 et 2013. Bon, ce chapitre, il est assez dense. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas, comme d'hab, à revenir en arrière. Bon courage pour le bac qui rapproche. Et évidemment, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Allez, ciao!